Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Enfance, Éducation et Société. Collection Enfance, Éducation et Société. Cette collection regroupe des études et essais concernant l'enfance au travers d'approches multiples. Études universitaires et essais issus du monde de l'éducation ou du secteur du travail social, ces travaux ont en commun la même préoccupation: apporter un éclairage diversifié sur un domaine essentiel de l'univers des sciences humaines. Monica Bastos, le professeur interculturel. L'éducation interculturelle des professeurs de langue dans la formation continue, 2015. Bernard Gourmelin, accompagner les jeunes sportifs. Manuel pédagogique, 2014. Sophie Briquet-Duazé, apprentissage, développement professionnel et enseignement de la lecture à l'école primaire, 2014. Claire Grand, scolariser les élèves en situation de handicap, 2014. Pierre Duriot, comment l'éducation change la société, 2013. Fabrice Bach, la précocité dans tous ses états, 2013. Sophie Briquet-Duazé, développement professionnel et enseignement de la lecture au CP, 2013. Sophie Briquet-Duazé, Anne Moile, enseignement-apprentissage à l'école maternelle, 2013. Léandro de la Jonquière, figure de l'infantile, 2013. Hervé Pasqua, éducation et éducateur chrétien, 2013. Jacques Broyer, reconstruire l'école primaire, 2013. Paul Mpaymana, l'enfant réfugié en Afrique, 2013. Marie-France Mensa-Schreck, de l'estime de soi à la réussite scolaire, 2012. Les auteurs. Coordination. Briquet-Duazé Sophie. Maître de conférence HDR en sciences de l'éducation. Laboratoire CIVIIC, Université de Rouen. SP de l'Académie de Rouen. Moelle psychomotricienne. Professeur des écoles, maître formateur. Canu Hélène. Conseillère pédagogique, circonscription de Saint-Valery-en-Caux. Geste Martine. Prague Histoire-Géographie à l'ESP de l'Académie de Rouen. Langlois Robert. Docteur en sciences de l'éducation et professeur des écoles à l'école maternelle Jean de La Fontaine à Houppeville. Membre du laboratoire CIVIIC, Université de Rouen. Ovide Stéphanie. PEMF à l'école maternelle Saint-Exupéry de Mont-Saint-Aignan. QUIBELPERINELLE, Fabienne. Conseillère pédagogique, circonscription de Rouen-Centre. TAVIGNOT, Patricia. Maître de conférence en sciences de l'éducation. Laboratoire CIVIIC, Université de Rouen. SP de l'Académie de Rouen. Introduction. Ce deuxième tome reprend l'architecture des 4 parties élaborées dans le tome 1, le cadre institutionnel, les spécificités de l'école maternelle, la connaissance de l'enfant, la pédagogie. En grande partie, les chapitres traités ont fait l'objet d'expérimentations et ou de cours dispensés depuis la rentrée 2014 aux étudiants en Master 2 MEF-PE à l'ESP de l'Académie de Rouen. Cette unité d'enseignement de 28 heures est obligatoire. Auparavant optionnelle, elle était proposée dans le cadre du parcours recherche. Sont particulièrement étudiés les partenaires de l'école maternelle, les élèves de moins de 3 ans, le développement moteur et la motricité, la gestion de classe. D'autres chapitres approfondissent ou orientent différemment la réflexion. C'est le cas des rituels, de la pédagogie de l'oral, des ateliers et de l'écriture cursive. Dans tous les cas, ils allient connaissances professionnelles et connaissances scientifiques afin de répondre au mieux aux attentes du lecteur, qu'il soit enseignant débutant ou confirmé, qu'il soit étudiant ou chercheur. Chaque fois que cela est possible, une double bibliographie, pédagogique et scientifique, est proposée. Première partie, le cadre institutionnel de l'école maternelle. Chapitre 1, les rituels à l'école maternelle, paradoxe institutionnel, Sophie Briquet-Duazé. Introduction. Le mot rituel est utilisé quotidiennement par les professeurs des écoles maternelles françaises à destination d'un public varié. Élèves de toutes les sections, ATSEM, dames de service, parents, collègues. Chaque enseignant sait, dans sa gestion de classe, ce que recouvre ce mot. D'un point de vue spatial,
un moment de regroupement de tous les élèves de la classe. D'un point de vue temporel, des activités successives courtes comme le calendrier, le temps qu'il fait, les présents et les absents. Le terme rituel désigne donc les règles, les habitudes qui organisent la vie de la classe. Ils sont répétés journellement, avec un objectif général qui est celui de la conquête de l'autonomie. Ces rituels sont établis en fonction de plusieurs paramètres. L'espace et le temps, des compétences et des objectifs précis, un matériel à manipuler. Leur répétition s'appuie sur des activités, des mises en situation très riches, variées et évolutives où chaque élève contribue à la construction du groupe. À l'école maternelle, les rituels favorisent les apprentissages mais servent aussi à régler les comportements. Justifier la définition des rituels semble alors inopportun. Cependant, le paradoxe se situe dans le lien qui devrait exister entre l'usage massif de ce terme et des activités qui lui correspondent à l'école maternelle, et sa quasi-inexistence dans la documentation officielle mais aussi pédagogique et scientifique. Nous nous proposons de questionner ici ce paradoxe. La première partie fera état de la culture scientifique sur les rites depuis le début du XXe siècle. La seconde opérera un répertoire des termes rites et rituels, depuis la création des écoles maternelles à la fin du XIXe siècle. La troisième partie, la plus courte et la plus récente, recensera les ouvrages pédagogiques sur les rituels. La quatrième partie aura pour objectif d'analyser ce triptyque afin d'en dégager les liens et les ruptures pouvant expliquer ce paradoxe. 1. Analyse. 1. Définition. En latin ritu signifie un ordre prescrit, un culte, une cérémonie religieuse, un usage ou une coutume, Maisonneuve 1988. En grec, il se rapproche de hararisko qui signifie harmoniser, adapter et arthmos qui désigne le lien, Gebauer, Wulff 2004. Tout en caractérisant les rapports entre les dieux et les hommes, ces derniers auteurs rappellent qu'aujourd'hui, la restriction des rituels au monde religieux n'est pas suffisante car le sens social du sacré ayant disparu, des actions rituelles se sont déroulées en dehors de l'Église. Nous avons ainsi fait le choix d'une synthèse pyramidale des travaux scientifiques sur les rituels en partant des origines religieuses vers l'enseignement, et plus précisément, l'école maternelle. Le mot rite est d'ailleurs beaucoup plus usité que le terme rituel, et possède des sens différents selon les contextes dans lesquels il est employé. L'ethnographie début XXe s'attache presque exclusivement à la description et la comparaison de sociétés primitives, Durkheim. Dans ce domaine et en sociologie, Maisonneuve 1988 page 6, les rituels désignent un ensemble ou un type de pratiques prescrites ou interdites, liées à des croyances magiques et ou religieuses, à des cérémonies et à des fêtes, selon les dichotomies du sacré et du profane, du pur et de l'impur. L'auteur précise que quel que soit le domaine disciplinaire de référence, ce qui est commun est un ensemble de conduites liées à des situations, des règles, qui sont marquées par la répétition. L'espace et le temps y sont toujours présents et les rituels sociaux semblent universels. De manière extensive, les rituels pédagogiques, d'après l'auteur, se réfèrent davantage à des valeurs qu'à des aspects plus formels. En biologie, la ritualisation est, selon la définition de l'Encyclopédie Universalis, la formalisation d'un comportement à motivation émotionnelle. Les biologistes la rattachent plus particulièrement au processus de l'évolution, et principalement à l'adaptation aux fonctions de communication. En éthologie, le rituel définit chez les animaux des comportements dont le sens est le plus souvent symbolique. Il s'effectue alors selon un enchaînement d'actes répétitifs et ordonnés, et concerne souvent l'agression et la séduction. C'est le processus d'évolution des espèces et l'adaptation des comportements à une fonction communicationnelle, qui est au centre des problématiques. En langage courant, le rite est un comportement stéréotypé non imposé par une nécessité. En ce sens, un cérémonial périmé est un rite. En psychiatrie, les manies sont des rites névrotiques par exemple. En psychologie sociale, les rituels sont analysés selon leur dimension interactionnelle. 2. Genèse. Les principales attitudes rituelles est le livre 3 de l'œuvre de Durkheim intitulé « Les formes élémentaires de la vie religieuse » 1968, paru en 1912. L'auteur y développe longuement le culte positif, en lui attribuant une signification morale et sociale.
Bien qu'analysant les sociétés primitives sous un angle distinctif religieux profane, nous nous apercevons que les notions d'espace et de temps y sont présentes de même que celles d'action, page 553. Ce qui est essentiel, c'est que les individus soient réunis, que des sentiments communs soient ressentis et qu'ils s'expriment par des actes communs. Mais quant à la nature particulière de ces sentiments et de ces actes, c'est chose relativement secondaire et contingente. Pour prendre conscience de soi, le groupe n'a pas besoin de produire tels gestes plutôt que tels autres. Il faut qu'ils communient dans une même pensée et dans une même action, mais peu importe les espèces sensibles sous lesquelles a lieu cette communion. Sans doute, ce n'est pas au hasard que se déterminent ces formes extérieures. Elles ont leurs raisons, mais ces raisons ne tiennent pas à ce qu'il y a d'essentiel dans le culte. Tout nous ramène donc à la même idée. C'est que les rites sont avant tout les moyens par lesquels le groupe social se réaffirme périodiquement. Et par là, peut-être, pouvons-nous arriver à reconstruire hypothétiquement la manière dont le culte totémique a dû primitivement prendre naissance. Des hommes se sentent unis, en partie par les liens du sang, mais plus encore par une communauté d'intérêts et de traditions, s'assemblent et prennent conscience de leur unité morale. Les rites d'imitation, homme-animal, y tiennent une large place et bien que comparés en premier lieu à des jeux enfantins, ils semblent traduire en fait un sentiment de fierté, de confiance, de sécurité, de respect au sein d'une force collective. Goffman, 1974, a étudié les rites d'interaction. Le titre de son ouvrage et le début de sa définition laissaient à penser que nous pouvions y voir un lien avec les rituels en maternelle, page 7. Il s'agit de cette classe d'événements qui ont lieu lors d'une présence conjointe et en vertu de cette présence conjointe. Le matériel comportemental ultime est fait des regards, des gestes, des postures et des énoncés verbaux que chacun ne cesse d'injecter, intentionnellement ou non, dans la situation où il se trouve. Cependant, il s'agit davantage de comportements mineurs comme le précise l'auteur dans son introduction, tels que perdre la face ou faire bonne figure, l'embarras, le détachement. Picard, 1995, dans son ouvrage sur les rituels du savoir-vivre présente le rituel social comme un acte symbolique dans lequel la fonction de communication est première, mais aussi comment le savoir-vivre structure l'espace et le temps. L'auteur définit en premier lieu le temps de la journée par la coupure entre le matin et l'après-midi et rappelle qu'autrefois le matin se distinguait par l'intimité et l'après-midi par les activités sociales. L'année est aujourd'hui ponctuée par les rituels d'anniversaire, les fêtes du calendrier, les cadeaux ponctuant ces fêtes étant des rites d'entretien. En ce qui concerne la vie, ce sont les âges qui modifient les droits ou devoirs de chaque personne, les cérémonies marquant les changements de statut. L'auteur associe l'espace au temps dans le sens où il existe un espace public, cantine, cinéma, et un espace privé, maison, chambre. Le respect de soi, des autres, savoir préserver son territoire sont autant d'actes de savoir-vivre permettant de structurer l'espace et le temps grâce à la communication. 3. Rites et rituels aujourd'hui. Ségalen, 1998, pose la question de la place des rituels dans notre société d'aujourd'hui qui est technique et vise essentiellement l'efficacité. Cela rend difficile et instable la définition des rituels d'autant que les anthropologues ont cherché à s'affranchir des conceptualisations de Durkheim, où le social et le religieux étaient liés. Aujourd'hui, précise l'auteur, les registres sont distincts et le concept de rite a quitté les sociétés primitives. Ainsi Ségalen, page 20 à 21, propose cette définition. Le rite ou rituel est un ensemble d'actes formalisés, expressifs, porteurs d'une dimension symbolique. Le rite se caractérise par une configuration spatio-temporelle spécifique, par le recours à une série d'objets, par des systèmes de comportement et de langage spécifiques, par des signes emblématiques dont le sens codé constitue l'un des biens communs d'un groupe. Ceci est une définition qui retient des critères morphologiques, insiste sur la dimension collective. Le rituel fait sens pour ceux qui le partagent. Reconnaît que ces manifestations ont un champ spécifique qui est de marquer des ruptures et des discontinuités, des moments critiques, passages dans les temps individuels comme dans les temps sociaux. Met en avant leur efficacité sociale. Le rituel fait sens. Il ordonne le désordre, il donne sens à l'accidentel et à l'incompréhensible. Il donne aux acteurs sociaux les moyens de maîtriser le mal, le temps, les relations sociales. L'essence du rituel est de mêler temps individuel et temps collectif.
Définis dans leurs propriétés morphologiques et à travers leur efficacité sociale, les rites se caractérisent aussi par des actions symboliques manifestées par des emblèmes sensibles, matériels et corporels. L'auteur ajoute que les rites sont toujours un ensemble de conduites codifiées, symboliques et répétitives, qu'elles soient individuelles ou collectives comportant un support corporel porté par le verbal, le gestuel ou la posture. Segré, 1997, présente également un recueil de réflexions sur les rites et rituels toujours aussi présents aujourd'hui mais davantage liés au social, au passage des âges, comme les anniversaires d'enfants. Darty Guenave, 2001, sociologue consacre une grande partie de son ouvrage à distinguer les rites des rituels afin de lever cette imprécision qui fait que les deux termes soient indifféremment employés. Pour l'auteur, un passage existe du rite au rituel. Ainsi, page 59, il écrit « Nous allons nous en tenir à une définition restrictive du rite en le considérant comme un acte d'institution qui procède sur un mode répétitif, à une différenciation et à une segmentation des événements, des êtres et des objets réels ou symboliques, en leur conférant une certaine qualité. Dans cette perspective, le rituel se présente comme un processus de réappropriation, de réinterprétation et de transfiguration du rite, laissant entrevoir la signification d'un vivre et sentir communautaire. 4. Les rituels dans l'enseignement. Les rites de passage. Socialement, ils organisent, célèbrent les transitions qui ponctuent les grandes étapes de la vie. Ainsi, dans beaucoup de sociétés traditionnelles, ces rites aident le passage de l'enfance au monde adulte, exemple, les rites ruraux. L'expression elle-même remonte à la parution en 1909 de l'ouvrage d'Arnold van Gennep dans lequel il analyse les rituels qui ponctuent la vie d'un individu, Rituel Life Crisis, et ceux qui s'intéressent à la vie collective, les deux étant très dépendants. Fellous, 2001, interroge les nouveaux rites de passage quant aux façons de faire modernes. Pour l'auteur, ils ne sont plus un retour aux sources mais ils consacrent les petits groupes cooptés autour d'un individu. Du point de vue de l'éducation, le développement de la scolarisation a fait se développer les rites de passage célébrant les grandes étapes scolaires. Remise de prix, bizutage, diplôme. Ces rites reconnaissent le rôle majeur de l'école dans la définition des différentes tranches d'âge de l'enfance. Galland, 1997, précise que l'institution scolaire, en systématisant administrativement des regroupements d'enfants selon l'âge, développe un pouvoir de catégorisation non utilisé auparavant. Bourdieu, 1982, insiste sur le fait que les rites consacrent symboliquement ceux qui sont élus. Les rites de passage célèbrent les étapes, mais aussi ceux qui ont été choisis. Un collectif d'auteurs, Glaise et al. 2002, situe deux sortes de rites, les profanes et les religieux, à l'intérieur desquels il est possible de distinguer les rites de passage. Le corps définit ainsi le rite, au sens où il en est le support mais aussi le lien de retentissements affectifs importants. Après avoir cité l'œuvre d'Arnold van Gennep montrant comment les rituels, particulièrement dans l'éducation, permettent à chaque individu d'exister socialement, ces auteurs avancent 5 strates institutionnelles correspondant à une construction sociale datée qui s'est figée au cours du temps et qui persévère dans son être au travers d'une distinction fondée essentiellement sur des âges scolaires fantasmés. Le rite se caractérise ainsi par un changement d'école et donc de lieu, l'entrée à la maternelle, le passage à l'école élémentaire que les auteurs définissent comme le contrôle corporel, le passage au collège, au lycée, à l'université. L'école maternelle est le premier lieu de scolarisation. D'après les auteurs, s'il y a bien un rituel de séparation à son entrée, ce sont surtout des petits rituels quotidiens qui organisent la séparation, la présence de la tsem, les doudous, l'emploi du temps. Marchive 2007 analyse le rituel de rentrée et la mise en place de règles au CP. Ce rite de passage entre l'école maternelle et l'école élémentaire s'organise symboliquement autour de l'appel dans la cour et le discours de rentrée. Notons enfin qu'aucun dictionnaire de pédagogie ne définit le mot « rituel » ou « rite ». Seul, le dictionnaire encyclopédique de l'éducation et de la formation 2005 consacre 2 colonnes au rite de passage réalisé par Galland. Les rites sociaux. Les rites au sens large peuvent se définir comme étant Briquet Duazé Kibel Périnel, 2006. Un ensemble de règles et de cérémonies concernant la pratique d'une religion suivant une liturgie établie. Rite romain, rite oriental.
Un ensemble de règles fixant le déroulement d'un cérémonial quelconque. Rite maçonnique, passage aux différents degrés d'initiation. Ce qui se fait, s'accomplit selon une coutume traditionnelle, les rites de la vie quotidienne, remise d'une médaille. Une façon d'agir propre à un individu ou à un groupe social donné, se caractérisant par l'invariabilité, les vœux lors de la nouvelle année. Les rituels peuvent ainsi se définir comme étant l'ensemble des rites d'une religion, symbole, prière. Un ensemble de comportements codifiés, dont la répétition garantit l'efficacité de leurs effets. L'ensemble des règles et habitudes traditionnelles. Dans le domaine de l'éducation, le rite désigne une situation, un comportement social collectif sans lien avec la religion. À l'école primaire, notamment à l'école maternelle, le terme rituel est davantage utilisé et désigne les règles, les habitudes qui organisent la vie de la classe. Ils sont répétés quotidiennement, avec un objectif général qui est celui de l'apprentissage de l'autonomie. Ces rituels sont donc établis en fonction de plusieurs paramètres. L'espace et le temps, des compétences et des objectifs précis, un matériel à manipuler. Leur répétition s'appuie sur des activités, des mises en situation très riches, variées et évolutives où chaque élève contribue à la construction du groupe. À l'école maternelle, les rituels favorisent les apprentissages mais servent aussi à régler les comportements. Dolly et Rosa, 1999, expliquent le fondement de l'usage de ces rituels grâce aux travaux sur le développement affectif et intellectuel. L'analyse des travaux de Dolto, 1981, entre autres, permet aux auteurs de préciser que deux comportements maternels peuvent entraver le développement de l'enfant dans son accès à la capacité symbolique. D'une part, la mère toujours présente, qui satisfait les besoins de son enfant, boire, manger, la propreté, d'. Autre part, la mère toujours absente car elle ne satisfait que les soins maternels, boire, manger, la propreté, sans jamais utiliser le langage symbolique, les jeux, tout ce qui contribue à conduire doucement l'enfant dans un rapport au monde symbolique, porteur de relations humaines, sociales et culturelles. À l'opposé, la satisfaction dans l'immédiateté de soins maternels uniquement comme boire ou manger, conduit l'enfant vers une méconnaissance de l'attente et donc du temps, des durées, de l'espace puisque mère et enfant représentent alors la même personne. Le doudou, sucer son pouce, garder une photo, sont autant d'objets ou d'actions qui remplacent la mère, permettant ainsi à l'enfant d'être seul et de supporter cette absence. C'est l'une des conditions favorisant l'autonomie, la liberté d'agir et de penser, sans la mère. Les auteurs établissent donc un lien très fort avec les notions d'espace et de temps, qui vont servir à l'enfant à élaborer sa propre identité. Les rituels favorisent la répétition, mais aussi l'alternance de la présence et de l'absence. En ce sens, la manipulation d'un matériel varié aide à la mémorisation afin de pouvoir retrouver des traces lorsque l'élève sera seul, présence, et réemployer différemment ces traces, absence. L'alternance de rupture et de continuité est également décrite comme nécessaire afin d'aider l'enfant à grandir, à progresser, à construire son identité tant que cette rupture est bien entendu surmontable. C'est le fait d'être dans l'attente qui permet d'anticiper. Les rituels sont des activités prévisibles car répétitives. C'est sur cet axe que se fonde la sécurité affective et intellectuelle du petit enfant, sans laquelle les apprentissages seraient en partie vains. Cependant, la répétition et la régularité ne doivent pas entraîner des activités déclinées de manière semblable. L'enseignant utilise ce qui est connu et maîtrisé, ses repères, afin de pouvoir proposer de la nouveauté et enclencher ainsi une prise de risque mesurée propice à la motivation et donc aux apprentissages. Gebauer et Wulff, 2004, ont consacré une grande partie de leur étude aux rituels et ritualisations de la petite enfance. Ainsi, pour les auteurs, la famille a ses propres rituels, ce qui permet à l'ensemble de ses membres d'organiser la vie commune. La ritualisation des rapports entre les parents et les enfants, mouvements, gestes, jeux, rituels, dès la naissance, leur permet de se référer les uns aux autres, c'est-à-dire de confirmer ou d'éprouver à la fois leur ressemblance et leur différence. C'est la répétition des actions ritualisées qui permet aux enfants de renforcer leur perception et capacité mais aussi d'éprouver et admettre le sentiment d'attente. Gebauer et Wulff expliquent, page 101, que le rapport au temps fait partie des ritualisations les plus importantes de la petite enfance. Les auteurs justifient la création des attentes chez le nourrisson,
lorsque les parents recourent à des schémas rituels afin de transformer les rythmes du bébé vers les leurs. Puis, les auteurs citent l'école comme étant une organisation rituelle de par l'éducation et la socialisation qui semble toujours réalisée sous la forme d'un agir rituel, page 106. On peut distinguer deux sortes de rituels scolaires. Les rituels quotidiens des cours et de la vie scolaire et les rituels d'événements scolaires particuliers comme la fête d'entrée ou la fête de clôture. Grâce à eux, les devoirs sociaux communs de l'école, la qualification, l'intégration et la sélection des élèves sont transformés en cours concrets et en arrangements situationnels. La ritualisation de l'apprentissage scolaire joue un rôle important dans la sublimation de la libido de l'enfant. Le désir des élèves d'être aimés et considérés fait qu'ils s'efforcent de satisfaire dans des processus d'émulation les attentes de l'instituteur ou de l'institutrice et les exigences institutionnelles que celle-ci renferme. Les auteurs précisent que l'école se sert d'arrangements rituels. En effet, c'est par leur caractère répétitif que les attentes de l'institution s'ancrent dans les corps des élèves dès la maternelle. Rester dans un groupe, être attentif, ne pas bouger. L'école exige que les élèves sacrifient leur spontanéité, l'immédiateté de leurs émotions. Autrefois, les maîtres appliquaient des sanctions physiques, aujourd'hui ce sont des appréciations orales et écrites. Cela fait naître chez certains élèves un rituel de résistance qui se caractérise par des bavardages, des coiffures particulières, des vêtements provoquants. Quelques années plus tard, Wulff 2007 insiste dès l'introduction sur le fait qu'il n'existe aucune théorie unifiée et reconnue sur les rituels car il y a une pluralité de problématiques au cœur de diverses disciplines scientifiques. Les conceptualisations dépendent de l'époque, des lieux, des cultures et des domaines considérés. Concernant l'école, Wulff développe les notions d'espace et de temps. Le premier est souvent perçu par rapport à la spatialité de notre corps. Les fonctions des institutions comme l'école déterminent des espaces, page 108. Dans l'espace scolaire par exemple, l'apprentissage a lieu à travers des mises en scène rituelles qui visent à développer de nouvelles formes de comportement et à les inscrire dans le corps des enfants, de Laurie Monberger, 2005. À ces comportements visés par l'institution scolaire, sont liés des postures et des mouvements du corps qui constituent l'habitus de l'élève. Ces mouvements portent la marque de la manière personnelle de chaque élève, mais ils sont en même temps orientés en fonction des modèles de comportement, des consignes et des normes données dans l'espace de l'école. Concernant le temps, l'auteur insiste sur le fait que page 117, de nombreux rituels sont des rituels calendaires et ont en tant que tels une dimension saisonnière et cyclique. Les rituels calendaires comprennent tous les rituels liés aux fêtes religieuses, les jours de célébration nationale, les journées commémoratives et ces rituels sont eux aussi caractérisés par la répétition. L'auteur, plus largement, décrit l'enseignement comme étant fortement ritualisé car c'est un travail organisé collectivement, qui est imprégné de traditions, d'habitudes comme la répartition chaque année de classes d'âge, de niveaux, des emplois du temps, des disciplines, des programmes, des évaluations. A contrario, dans l'ouvrage de Baranger-Dir, 1999, l'analyse des rituels est reliée à l'absentéisme, l'indiscipline, la violence soit une dégradation du rapport que l'élève entretient avec l'école, page 5. Dès lors, le rituel n'est pas uniquement un discours sur les règles et les valeurs mais soude le discours et l'action. 5. Les rituels à l'école maternelle. Les chapitres d'ouvrages et articles scientifiques sur les rituels à l'école maternelle sont peu nombreux et paraissent entre 2000 et 2007. Nous en analysons 5 dans l'ordre chronologique de publication. Amig et Zerbato-Poudou 2000 répertorie les fonctions des rituels comme la fonction sociale, la maîtrise du corps par exemple, la fonction chronogénétique et topogénétique, le rythme collectif, l'avancée dans le savoir et non le temps qui passe, les nouveaux objets à apprendre qui remplacent les anciens, la fonction contractuelle, l'action collective et la fonction intégrative, instrumentale et sociale. Plus généralement, la fonction symbolique des rituels contribue à l'apprentissage du métier d'élève à l'école maternelle, de par la répétition, la stabilité mais aussi les initiatives possibles et l'attention développée. Mais ils sont aussi un acte d'institution posant aux élèves dès la première année, un cadre comportemental. Le collectif d'auteurs, Glaise et al. 2002, annonce, dès l'introduction, la disproportion qui existe entre des rituels pratiqués quotidiennement en maternelle et le fait qu'ils soient peu construits par les enseignants,
la littérature pédagogique étant presque inexistante. Il semble donc que ce soit l'ancienneté dans le métier qui tienne le rôle de la formation. Les rituels sont mis en lien avec les rites de passage et les rites sociaux, tout en analysant les textes officiels depuis 1986. S'appuyant sur les passages, les auteurs décrivent les rituels des tout-petits et des petits comme ceux de la séparation, ceux de la marge, passage aux toilettes, collation, et ceux de réintégration, le prénom, les présents et les absents. Garcín-Votor a publié 3 articles en 2002 et 2003, et a soutenu sa thèse en 2000 sur ce thème. Nous présentons les articles parus en 2003. Le premier, Revue Ethnologie française, analyse des observations en petites, moyennes et grandes sections, lors du regroupement des élèves et des activités rituelles, en les articulant à la problématique des rituels profanes afin d'en dégager les mots et gestes favorisant l'entrée des élèves dans une culture. L'auteur insiste sur le fait que les enseignants les pratiquent mais semblent ignorer pourquoi, page 141. À la question « Pourquoi faites-vous ces rituels ?», ceux-ci répondent « Je ne pourrais pas commencer la classe sans eux. » Les rituels, ils ne savent pas à quoi ça sert, ils ne savent pas exactement pourquoi ils les font, mais s'ils ne les faisaient pas, ils n'arriveraient pas au même résultat. L'auteur ordonne ses observations selon la délimitation du temps, de l'espace, du corps, le fait de devoir lever le doigt pour parler. Elle met en exergue le travail sur l'écrit et les nombres, tout en montrant que les élèves ne font pas vraiment des mathématiques car ils n'apprennent pas ici la fonction de la numération. Ce sont donc des activités symboliques, déclare Garcín-Votor, page 145. La classe construit un savoir commun, et le moment du regroupement, où chacun sait qu'il partage le même savoir que les autres du groupe, est un moyen de signifier l'appartenance à une communauté de pensée. Plus précisément, ces séquences sont porteuses d'une intention institutionnelle, du projet social de l'institution qui vise à transformer un enfant en élève. Ces activités symboliques ont alors un rôle intégrateur, à la fois dans la société et dans l'école. Pour conclure, en référence aux travaux de Rivière 1997, l'auteur annonce 5 types de structures: action, rôle, valeur, moyens symboliques, communication, montrant que les rituels en maternelle sont bien un ensemble de conduites codifiées ayant le corps comme support, la répétition, une charge symbolique, l'adhésion à des valeurs grâce aux communications comme les rites au sens large. Le second article, Revue suisse des sciences de l'éducation, analyse les rituels comme situation d'apprentissage des outils de la société avant de les étudier comme objets à l'école élémentaire. En somme, dès la petite section, les élèves apprennent à discipliner leur corps et leur esprit, à rester tranquilles et à diriger leur regard vers le même objet, page 237. Les nombres sont donc des outils mais les élèves ne construisent pas les nombres. Les élèves lisent les jours mais ne savent pas lire. Ils utilisent l'écrit avant de l'étudier comme objet au CP. C'est ce que l'auteur appelle « entrer dans des œuvres », favorisant la socialisation. Hatchwell 2005 analyse comment les rituels peuvent permettre à un élève de devenir autonome, comment il se construit en lien avec le savoir et le geste. Les élèves lors des rituels, comme dans les classes à plusieurs niveaux par exemple, ne sont pas sous le regard permanent de l'enseignant, ce qui leur permettrait de développer leur propre pensée, de trouver leur propre place, une intimité au cœur du collectif. 2. Analyse des textes officiels de l'école maternelle française. Il s'agit dans cette partie de remonter le fil des textes officiels à partir de 1887 afin de repérer de manière précise si les termes rite et rituel y sont mentionnés, de quelle façon et à propos de quel domaine de l'école maternelle. Ce travail de lecture nous permet de rendre compte de l'évolution de leur emploi par l'institution. 1. Les premiers textes officiels de 1881 à 1908. C'est le décret du 2 août 1881 qui donne le nom d'école maternelle aux salles d'asile. Ce décret prévoit l'organisation des écoles maternelles, à savoir les premiers principes d'éducation morale, les exercices manuels, le chant et les mouvements de gymnastique gradués. Jugé trop ambitieux, le décret du 18 janvier 1887 les rectifie, notamment grâce à une commission dite du surmenage, tant l'enseignement en maternelle était considéré désastreux car trop prématuré intellectuellement. Cependant, l'exigence que les élèves de maternelle sachent lire et compter demeure. Pour cette raison,
La circulaire du 22 février 1905 insiste sur la place du jeu et des soins et formule une demande de mobilier adapté à la taille des enfants. Enfin, les instructions de 1908 listent les domaines à étudier, les jeux et les chants, les exercices manuels, les premiers principes d'éducation morale, les connaissances usuelles, les exercices de langage, les récits, les contes, les premiers éléments de calcul, dessin, écriture, lecture, au-dessus de 5 ans. Il n'y a pas dans ces textes ni dans les domaines clairement identifiés, d'allusion aux activités rituelles ni aux activités concernant l'appel, les notions d'espace et de temps, etc. 2. Décret du 15 juillet 1921. Ce décret marque un tournant dans les instructions de l'école maternelle dans le sens où les objectifs prioritaires ne sont plus l'hygiène et la santé, mais la première éducation qui est marquée par la création d'un corps d'institutrices possédant le brevet élémentaire mention pédagogie de l'école maternelle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.